Au cœur de la liberté, vidéo numéro 31 sur 30. Mesdames et messieurs, approchez. Bienvenue au grand spectacle, où les idées reçues de l'économie montent sur scène. Aujourd'hui, on va mettre un coup de projecteur sur quelques clichés. Vous savez, ces affirmations qui semblent évidentes, mais qui, quand on y regarde de plus près, sont peut-être un peu plus compliquées. Allez, on commence direct avec la question qui fâche, celle qui est au cœur de tellement de débats depuis plus d'1 siècle. C'est une idée qui a la peau dure, bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet pour voir ce que les sources qu'on analyse en disent. Et voilà le programme du jour. On va décortiquer 5 grands clichés, un par un, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Accrochez-vous bien, le spectacle peut commencer. Notre premier acte s'attaque à un monument, un vrai classique du genre, cette idée tenace de l'exploitation des travailleurs. Voilà le cliché dans toute sa splendeur, l'image qu'on a tous en tête, n'est-ce pas? Le patron qui s'enrichit sur le dos de ses employés, dont le travail ne serait pas payé à sa juste valeur. Mais est-ce que cette image est vraiment juste? Bon, regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'idée que la relation est forcée, une forme de coercition. De l'autre, la vision présentée dans nos sources, qui est celle d'un contrat volontaire. L'argument est assez simple. Si personne n'oblige quelqu'un à signer un contrat et qu'on a le choix de partir ou même de créer sa propre boîte, peut-on vraiment parler d'exploitation? Et pour ce qui est de voler la fameuse plus-value, cette valeur que l'employé créerait en plus de son salaire, cette idée est aussi complètement remise en question. Et c'est là que tout se joue en fait. Selon cette perspective, la valeur, ce n'est pas quelque chose qui existe dans le produit lui-même. Elle n'apparaît qu'au moment de l'échange, quand quelqu'un décide, de son plein gré, de l'acheter. Pour le dire simplement, si un objet fabriqué ne se vend pas, eh bien économiquement parlant, il ne vaut rien. L'idée d'une plus-value qui serait volée pendant la production ne tient donc plus vraiment la route. Et c'est là que l'argument se retourne complètement. Les auteurs de la source ne nient pas que des situations d'exploitation existent dans notre monde. Mais selon eux, la cause n'est pas le capitalisme de libre marché. Au contraire, ils pointent du doigt les privilèges et les monopoles créés par l'État qui faussent la concurrence et peuvent donner à certains employeurs un pouvoir démesuré. Le problème, ce ne serait donc pas la liberté, mais plutôt son absence. Allez, passons au deuxième acte. Le capitalisme, c'est souvent présenté comme une jungle impitoyable, où c'est chacun pour soi. Mais est-ce que c'est vraiment juste une histoire de compétition acharnée? En fait, cette image de la jungle est complètement rejetée ici. D'après la source, dans un monde libre, la coopération est tout aussi essentielle que la compétition. Chaque contrat de travail, c'est une forme de coopération. Les syndicats volontaires, c'en est une autre. Le marché ne serait donc pas une guerre de tous contre tous, mais plutôt un immense réseau où coopération et concurrence s'équilibrent en permanence. C'est aussi très important de bien définir le mot « capitalisme ». Selon nos sources, ça ne désigne pas forcément les grosses multinationales. C'est un processus bien plus simple. C'est le fait d'utiliser son épargne, son capital, pour lancer un projet. Et vu comme ça, le boulanger du coin qui achète un nouveau four, c'est un capitaliste. En fait, toute personne qui investit pour l'avenir participe à ce processus. Alors, question, vivons-nous dans un monde capitaliste? Eh bien, d'après cette analyse, la réponse est non. Les sources avancent plusieurs raisons. La propriété privée n'est pas totalement respectée, des monopoles d'État contrôlent la justice et la sécurité, et l'économie est freinée par les impôts et les guerres. On est donc assez loin de l'idéal d'un monde de libre-échange. Troisième acte. On entend souvent que les défenseurs du marché libre sont des matérialistes obsédés par le profit au détriment de l'humain. Voyons comment cet argument est retourné. Voilà une affirmation qui frappe fort. Ici, le profit n'est pas vu comme un but en soi, mais comme un signal, un indicateur. Dans un système où les échanges sont libres, une entreprise qui fait du profit, c'est une entreprise qui a réussi à satisfaire ses clients. Le profit devient la mesure du service rendu. Et donc, un entrepreneur qui s'enrichit honnêtement, c'est quelqu'un qui a massivement rendu service à la société. Le point qui est vraiment intéressant, c'est que l'accusation de matérialisme est complètement inversée. La source suggère que le vrai matérialisme serait plutôt du côté des approches qui réduisent tout à une simple répartition d'argent. À l'inverse, la vision libertarienne mettrait l'accent sur le profit non matériel, le plus important de tous, la satisfaction, le bien-être du client. L'échange économique serait donc, avant tout, une source de profit psychologique. Après l'économie, on aborde un sujet un peu plus épineux, la justice. Si tout est basé sur l'échange volontaire et la propriété, comment un tel système gérerait-il des choses comme le mensonge ou la diffamation? Ces tableaux montrent une distinction qui est fondamentale. Le mensonge ou la diffamation, c'est moralement condamnable, bien sûr, mais ça ne serait pas un crime au sens de la loi. Pourquoi? Parce que la justice, dans ce cadre, se base uniquement sur des violations objectives de la propriété physique. Et mentir, ce n'est pas voler. Et voici la logique derrière cette idée. Votre image, votre réputation, ça ne vous appartient pas vraiment. C'est l'ensemble des opinions que les autres ont de vous. De la même manière, vos parts de marché ne sont que le reflet des choix de vos clients. Et comme ces choses ne sont pas des propriétés au sens strict, elles ne peuvent pas être volées.
On ne pourrait donc pas attaquer quelqu'un en justice pour les avoir abîmés avec des mots. Et pour notre grand final, accueillons sur scène le personnage le plus mal aimé du cirque économique, le spéculateur. Souvent perçu comme un parasite, son rôle est peut-être beaucoup plus utile qu'on ne le croit. Prenons un exemple tout simple, l'agriculture. En été, tout le blé est récolté d'un coup. L'offre explose et logiquement, les prix s'effondrent. C'est là que le spéculateur entre en scène. Il achète ce blé à un prix qui arrange l'agriculteur, il le stocke dans d'immenses silos et il le revend petit à petit tout au long de l'année quand la demande est toujours là mais que l'offre a disparu des champs. Le résultat est assez fascinant. Loin de créer le chaos, le spéculateur agit comme un régulateur. Il achète quand les prix sont bas, ce qui les soutient, et il vend quand les prix pourraient exploser par manque de produits, ce qui les calme. En fait, il lisse les montagnes russes des prix. Et ça, c'est bon pour l'agriculteur comme pour le consommateur. On peut même faire un parallèle. Le spéculateur paie l'agriculteur aujourd'hui pour une marchandise qu'il ne vendra que bien plus tard. C'est exactement comme l'entrepreneur qui paie ses salariés chaque mois, bien avant de savoir s'il vendra le produit fini. Dans les deux cas, ils prennent un risque à la place des autres, un service qui est essentiel à l'économie. Bien sûr, il faut apporter une nuance importante. Les sources font bien la différence entre le spéculateur sur un marché libre et celui du monde financier actuel. Dans un système très lié aux banques centrales et à l'État, certains peuvent profiter de privilèges. Ce système un peu faussé pourrait d'ailleurs expliquer leur mauvaise réputation. Et c'est vraiment la clé de toute cette analyse. L'objectif n'est pas de défendre la situation actuelle, loin de là. C'est plutôt de proposer une autre grille de lecture. Selon elle, ce qu'on observe aujourd'hui n'est pas le résultat d'un marché libre, mais d'un système déformé. Le vrai défi, c'est alors d'apprendre à déchiffrer cette réalité. Et je termine en laissant cette question en suspens. L'exploiteur, le capitaliste égoïste, le spéculateur. Et si, en regardant les mécanismes de plus près, ces personnages n'étaient pas les méchants qu'on nous présente souvent? Et si leur rôle dans un système vraiment libre était en réalité bénéfique pour tout le monde? La question mérite d'être posée.